Casa Vostra. Tu sais que les plus fragiles, ce sont les TPE ou les PME en fonction de la taille du restaurant, mais ça reste un investissement qui est risqué parce que tu dépends d'un locataire. Et après, si tu as des murs, bon, bah, c'est l'élément de réassurance, c'est-à-dire tu as des murs qui trouveront peut-être un locataire, qui trouveront toujours un locataire, soit celui-là, soit un autre. Donc il y a des éléments de réassurance malgré tout dans l'immobilier, et c'est peut-être la première chose qui nous laisse confiants dans nos investissements immobiliers, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de l'immobilier pour aller chercher du rendement. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Et ben voilà, nous voilà de retour en enregistrement à distance, confinement 2 oblige. Je suis hyper content aujourd'hui parce que je reçois quelqu'un que j'ai déjà reçu sur un podcast, mais pas sur La Martingale, sur Génération Do It Yourself. Tu fais partie des rares qu'on fait les deux podcasts. Si je me trompe pas, j'ai peut-être Sébastien de Lafond, de Meilleurs Agents, qui a fait les deux, et puis désormais Joachim Dupont. Salut Joachim. Bonjour Mathieu. Tu es le cofondateur d'Anaxago. Alors, on se connaît depuis quelques années parce que moi, j'ai fait des deals avec vous et notamment des deals alors sur divers aspects. D'un côté, plutôt pour lever des fonds et d'autre côté, pour investir. Et j'ai toujours adoré bosser avec Anaxago. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de plusieurs choses. Vous opérez sur plusieurs aspects. D'une part, les startups et les PME, en faisant deux grandes familles, et d'autre part, l'immobilier, c'est ça ? Exactement, oui. Et moi, je voudrais profiter de l'expertise que tu as là-dessus depuis quelques années et du recul qu'on commence à avoir par rapport à cette période 2020 complètement sortie de nulle part et se dire quel est l'impact déjà. Alors, on en a parlé ici avec Philippe Letringue en juillet dernier, mais ça fait déjà quelques mois de toute cette crise. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur l'immobilier et potentiellement divers aspects de l'immobilier? Moi, je vois évidemment ça et là des potes qui vont s'installer à Poitiers, à Nantes, à Nice, à Bordeaux, des associés même qui font ça, et puis des bureaux qui se vident parce que on bosse tous à distance, donc on se dit il y a un moment il y aura peut-être quand même un peu d'impact sur tout ça, et quel impact aussi sur les startups, les PME dans lesquelles on investit, et des deux côtés en fait, parce que toi t'es au milieu de tout ça, je sais pas si on vous qualifie de marketplace, mais de crowdfunding en tout cas. Tu es entre des investisseurs et des je sais pas, des deux côtés, des entrepreneurs, des dirigeants, des dirigeants, des bailleurs. Est-ce qu'il y a des fébrilités, etc. Ça te va comme programme ? Écoute, parfait. C'est un vaste programme. Effectivement, peut-être en un mot puisqu'on fait pas mal de choses au sein d'Anaxago. On a commencé en tant que plateforme de crowdfunding dans un premier temps pour permettre à des investisseurs privés d'accéder à des deals qui étaient réservés aux professionnels, donc dans le capital risque et dans le financement d'entreprises innovantes, en permettant d'accéder en direct en ligne dans ces entreprises-là. Et l'immobilier a pris une part assez importante de nos activités à partir de 2014, et aujourd'hui on investit dans des opérations de promotion, de réhabilitation, pour faire simple, pour servir du rendement à court terme à nos clients, entre 8 et 12%. Donc on est sur des classes d'actifs risqués, et ce qui rend le métier assez intéressant et assez passionnant pour nous dans le contexte qu'on connaît actuellement. Parce que finalement, pour peut-être sur le premier aspect de ta question, c'est est-ce qu'il y a de la fébrilité. Alors je pense qu'il y a de la fébrilité, il y a eu de la fébrilité chez tous les investisseurs, et on a peut-être été les plus épargnés pour deux raisons. C'est que d'un côté, on finance des entreprises innovantes, donc comme tu le sais, qui commencent, en tout cas, on les finance assez tôt, et donc le chiffre d'affaires est en cours de développement, mais en tout cas, ça reste des entreprises avec des plans de développement à 2 ans, 3 ans, qui pour certaines ne réalisent pas beaucoup de chiffre d'affaires. Alors quand on intervient dans la santé, par exemple,
on a eu la chance d'être très exposé au milieu de la santé et au milieu des PropTech, tout ce qui est innovation liée avec l'immobilier. Et finalement, ce sont des marchés qui ont plutôt profité des vagues de confinement et en tout cas de la crise économique. Alors, je peux pas dire, on peut pas dire qu'elles ont profité, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, les propositions de valeur et les offres de ces entreprises-là ont été particulièrement recherchées. On parle de la digitalisation des transactions dans l'immobilier, le suivi de chantier ou des entreprises dans la santé. C'est Plus large. c'est clair. Alors moi, je le sens, tu vois, parce que je suis aussi au milieu du digital, que ce soit bon, alors là sur les activités de podcast, mais aussi sur mon activité de Cosa Vostra, on voit qu'il y a de l'attraction, des besoins d'accompagner. On en parlait juste avant d'enregistrer là, des clients qui ont des vrais besoins d'innover et de se projeter dans d'autres modèles économiques. Ça accélère ce phénomène de digitalisation, mais à l'inverse. Typiquement, nous, un des deals sur lesquels on a pu bosser ensemble, qui était WeFlash, qui est une société que j'ai cofondée, qui s'appelle désormais Ocus. Alors, on va pas trahir de secret, hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont confidentielles, d'actionnaires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des business comme ça, il y a toujours un moment, alors je pense aussi qu'ils profitent de la digitalisation, il y a toujours besoin d'aller faire un certain nombre de choses, mais il y a des moments plus difficiles. Je veux dire, quand tu es, je sais pas moi, que tu fais, alors évidemment, de la livraison de food, ça va bien en ce moment, quand tu fais, mais quand tu as des visites, des gens qui doivent sortir, même quand tu es Uber sur la partie, tu vois, voiture, en fait, ça retarde, j'imagine, un peu tout ça à la suite de la crise, mais il y a des moments où il doit y avoir dans cette fébrilité sur certains business que vous voyez, des choses où il y a des besoins de cash immédiats, non? Exactement, c'est ce que tu évoques, c'est la digitalisation. En fait, pour nous, on est en étant un peu à la pointe des changements dans les modèles économiques, dans les tests d'investissement, en étant assez innovants. Finalement, on est le Covid, en tout cas la crise qu'on traverse, c'est plutôt un catalyseur des tendances qui étaient déjà identifiées. Donc la digitalisation du monde de l'immobilier, c'est pas nouveau, on en parle depuis plusieurs années. Par contre, c'est un peu un passage forcé et la marche s'est accélérée depuis le premier confinement. Les sujets de santé, de vieillissement de la population, l'utilisation de l'IA au service de la santé, etc. C'est des problématiques qui deviennent de plus en plus clés quand on doit traiter des populations entières sur des nouvelles pathologies. Donc finalement, et quand on s'intéresse uniquement, et si on s'intéresse uniquement à l'immobilier, c'est pareil, c'est qu'on entend si on lit la presse un peu tous les jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tendances. On dit est-ce que c'est c'est l'explosion des prix parisiens, on parle de la bulle parisienne, etc. Est-ce que c'est la fin du bureau Et finalement, c'était des tendances qui étaient déjà présentes, et là, cette crise elle agit comme un catalyseur. Mais ce qui est assez intéressant pour des investisseurs comme nous, puisque que ce soit à travers la plateforme ou à travers nos fonds, on était déjà positionné sur ces évolutions de marché, qui sont des tendances un peu longues. Et ça rappelle aussi un petit peu peut-être, c'est ce qu'on essaye d'enseigner aux équipes d'investissement chez nous, aux clients quand ils nous le demandent, c'est-à-dire qu'il faut avoir du bon sens quand on fait de l'investissement. Et on n'a pas vu de phénomène qui était très loin finalement des tendances qu'on savait présentes, qui juste se manifestent de manière un peu plus concrète et un peu plus visible. Parce que en effet, la fébrilité, elle peut être bon de se dire finalement dans notre business plan pour certains business. L'année 2020, finalement, je fais presque une croix dessus, c'est-à-dire que c'est comme si, mais donc ton taux de retour sur investissement sera nettement moins bon si en plus il faut remettre au pot au passage pour faire tenir la boîte. Donc ça, j'imagine que il y a un peu de ça. Et à l'inverse, alors sur un truc beaucoup plus concret pour tu vois, certains qui nous écoutent, j'ai fait un super épisode, je t'en parlais avec Alexandre Toussaint de Baltis Capital. Et moi, je regarde très concrètement un des investissements dans des murs d'un restaurant, par exemple. Je me dis, ouais, mais quand même, les murs d'un restaurant, là, tu vois, Enfin, je sens, moi, une fébrilité de ma part, tu vois. C'est très concret. Et en l'occurrence, quand tu parles au restaurateur, il te dit, non, mais moi, je fais autant de business que d'habitude, je le fais juste différemment, c'est à emporter, etc. J'ai payé tous mes loyers pendant le premier confinement, j'ai pas de souci pour le deuxième. Et finalement, tu retombes vite dans un truc, souvent, pas toujours, évidemment, mais qui est assez rassurant. Mais moi, je crois pas être de naturel peureux et très, voilà. Je me sens un peu fébrile, tu vois, quand même, dans les investissements en ce moment. C'est sûr qu'en fait, il y a une fébrilité parce que, en fait, entre ce qu'on lit, en fait, si tu lis, si tu ouvres les échos jour, tu vas te rendre compte qu'il y a des raisons d'être fébrile. Et après, il y a des choses qui étaient vraies hier, qui seront vraies demain, étant ce qui était déjà là. On sait que le retail, par exemple, si on parle juste de quelques classes d'actifs dans l'immobilier,
il y a un retail bashing des investisseurs qui sont qui désertent l'investissement dans les commerces depuis plusieurs années. Parce que on sait que les retailers, les marques de prêt-à-porter peuvent avoir des difficultés. Et aujourd'hui, bon, il y a un coup de grâce qui est donné avec le Covid, mais ça fait un moment que cette tendance est présente. L'investissement dans des murs d'un restaurateur, tu es toujours dépendant finalement d'une TPE. Donc là, tu sais que les plus fragiles, ce sont les TPE ou les PME en fonction de la taille du restaurant, mais ça reste un investissement qui est risqué parce que tu dépends d'un locataire. Et après, si tu as des murs, bon, c'est l'élément de rassurance, c'est-à-dire tu as des murs qui trouveront peut-être un locataire, qui trouveront toujours un locataire, soit celui-là, soit un autre. Donc il y a des éléments de réassurance malgré tout dans l'immobilier, et c'est peut-être nous la première chose qui nous laisse confiants dans nos investissements immobiliers, c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de l'immobilier pour aller chercher du rendement, et en prenant un risque qui est maîtrisé. Parce qu'il y a aussi, et quand on regarde les chiffres, même depuis 2008, on se rend compte que les primes de risque, c'est-à-dire le rendement supplémentaire qui va être payé sur une classe d'actifs par rapport au taux sans risque, évidemment, il est maintenu dans l'immobilier. Alors, tous les taux diminuent, mais cette fameuse prime de risque montre que l'immobilier va continuer à servir à une prime qui est la même depuis à peu près 2008 sur les différentes classes d'actifs qu'on peut imaginer dans l'immobilier. Et donc, pour ces raisons, on pense il faut rester optimiste, en tout cas à moyen terme. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un trou, mais c'est un investissement de toute façon de moyen terme. Et puis après, voilà, il faut se dire quand même que, alors, si on voit une sortie de cette crise, un vaccin qui est quand même fort probable, semble-t-il, pas forcément immédiat, mais tu vois, je reprends cet exemple d'investissement dans un... alors après, si c'est des résidences, j'ai vu un super projet chez vous récemment avec du co-living, donc l'équivalent du coworking, mais pour habiter ensemble, etc. Dans Paris, j'ai trouvé ça super. Mais les gens auront toujours besoin de dormir quelque part. Les gens auront toujours besoin iront toujours au restaurant. À un moment, ils y retourneront, en tout cas, si on peut, tu vois. Et donc, du coup, on se dit, bon, il peut y avoir des effets, en effet, sur certaines, comme tu dis, classes d'actifs, certains investissements, notamment dans l'immobilier, où, pour une raison X ou Y, ça baisse parce qu'il y a des éléments qui nous font penser que ça peut baisser. Mais en revanche, sur les startups, sur certaines, ça peut être plus risqué parce qu'évidemment, là-dessus, la startup, elle peut juste fermer, quoi. Tu vois, et là, t'as plus rien, hein, c'est ça. Je pense qu'il y a deux approches différentes. C'est quand on investit dans une startup, tu le sais, hein, il faut être sur un marché porteur avec une équipe qui est capable de gérer un plan de développement ambitieux. Si le marché était porteur avant Covid, il y a quand même de fortes chances qu'il le soit après Covid. Nous, on s'intéresse beaucoup ce qu'on appelle les méga trends, donc les grandes tendances, avec la santé, l'éducation, la manière de construire mieux, de manière plus intelligente, plus écologique, l'hospitalité également. Donc, en fait, si on est sur des tendances fortes qui peuvent pousser le marché, le Covid reste une parenthèse. Et c'est un peu pareil dans l'immobilier. Aujourd'hui, on revient un peu au basique, c'est l'utilité sociale du bâtiment. C'est ce que tu évoquais, c'est dormir, se retrouver, travailler, faire ses courses. Et donc à partir du moment où l'immobilier a une utilité sociale, alors on peut se poser la question est-ce qu'on l'achète au bon prix, et nous la question qu'on se pose c'est de dire est-ce qu'à 5 ans ou à 10 ans, est-ce que la question qu'on se pose aujourd'hui elle est pertinente à un horizon de 5 ou 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on fait que des investissements sur 5 ou 10 ans, et l'essentiel de nos investissements ils sont plutôt courts, entre 2 et 4 ans, mais en tout cas c'est pour identifier la tendance et pas céder aux sirènes des infos. C'est plutôt la question qu'on se pose. Et quand on parle du co-living, le co-living c'est quoi? C'est juste de dire j'ajoute de la souplesse, de la flexibilité dans une résidence ou dans un logement. J'ai un peu plus de services, et finalement si on regarde, il n'y a rien de révolutionnaire. Quand on regarde aux États-Unis, les condos ça existe, ce sont des grandes résidences services avec un exploitant, un gérant. Et il y a un double intérêt. Il y a un intérêt pour l'occupant, le locataire, et il y a un intérêt aussi pour l'investisseur qui va se dire au lieu d'avoir tout un tas de locataires à gérer, finalement j'ai un seul exploitant. Ouais. Donc on rend plus accessible cette classe d'actifs à des gros investisseurs. Si vous avez si ça vous intéresse le sujet, moi je trouve ça passionnant le co-living, hein, parce que d'un côté expérience utilisateur,
Là, on parle d'investissement, etc. Mais si je reviens même sur le bon sens, j'ai fait un super épisode avec Alexandre Martin de Colonis, tu dois le connaître, donc un gros acteur du co-living en France. Et je sais pas si vous êtes concurrent ou si vous investissez dans des Non, nous, on projets investit. avec... Alors nous, on peut investir. Alors, on n'a pas investi avec le Colonies en particulier, mais on a financé des résidences avec le groupe Babel à Marseille, à Grenoble. Et en gros, l'idée de base, pardon, hein, mais pour revenir sur l'idée, c'est de se dire que en fait, les appartements que tu loues aujourd'hui, ou si tu achètes un immeuble, il est fait pour des appartements qui sont pas du tout faits pour être habités, en tout cas optimisés à la manière dont on vit potentiellement aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, soit tu as des tout petits apparts, ce qu'on va appeler je sais pas, des trois rats ou des petites chambres de bonne, des choses comme ça. Mais en fait, tu pourrais te dire, si j'ai une petite chambre avec une salle de bain, je peux avoir des espaces partagés qui sont quand même beaucoup plus cool, avec une grande cuisine, peut-être un jardin, peut-être je sais pas, une salle de jeu, une salle de télé ou des choses qu'on partage et qui font finalement pour des loyers potentiellement moins chers. Tu arrives à avoir, on n'est pas sur de l'hôtellerie, tu as vraiment ton chez-toi à toi que tu loues, mais tu as des espaces partagés avec des services potentiellement de ménage, de choses qui sont en plus. Et finalement, c'est une vraie optimisation adaptée au mode de vie actuel. Et ça, c'est des projets. Alors, c'est assez nouveau quand même chez vous, ce genre d'investissement? C'est pas nouveau parce qu'en fait, on a commencé à investir dans le co-living en 2015. Donc c'est pour ça qu'en Ah fait, ouais, on a financé la première résidence à Marseille, en plus enfin, faire du co-living à Marseille en 2015. C'était plutôt audacieux, mais finalement on l'a fait avec des bons opérateurs qui est le groupe Babel, ouais, et finalement ça a très bien pris parce qu'en fait la rue, c'était avenue de la République, a besoin d'un flagship, avait besoin d'un lieu avec un restaurant pour se retrouver, à recréer un dynamisme sur cette rue qui était, pour ceux qui connaissent Marseille, qui est un peu délaissée depuis des années avec une programmation qui est compliquée. Et bien, on a recréé un centre de vie, on a recréé une zone de chalandise grâce à cette résidence qui a un restaurant, qui a une salle de sport, qui a du coworking, du co-living, et finalement qui a recréé de la vie, et pas sur un concept hyper poussé. C'est-à-dire que ça reste, les clients types, ce sont des cadres d'entreprise qui sont en déplacement pour de 2 à 12 mois, qui vivent dans des appartements assez cossus et qui derrière partagent. Donc, les appartements sont pas immenses, mais par contre partagent des parties communes. ouais. Si vous tapez co-living Marseille, notamment, vous tombez sur thebabelcommunity.com et on voit les espaces, c'est somptueux. Et c'est vrai que donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous, ou en tout cas partiellement, et la communauté d'Anaxago est propriétaire des murs. Alors là, on a financé. Alors nous, pour peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, c'est que nous on finance essentiellement la phase de promotion, c'est-à-dire on achète l'actif D'accord, avec un partenaire, on le réhabilite, il est mis en exploitation et ensuite on le revend. Donc, ce qui fait d'accord. qu'on dans l'immobilier on est un peu atypique puisqu'on s'intéresse qu'à de l'immobilier court terme, des opérations de minimum 6 mois pour les achats-reventes et maximum 36-48 mois. Alors avec là-dessus des ROI qui sont assez affolants, hein, souvent, c'est ça? Ben, on sert à nos investisseurs plus de 10%. On a servi depuis 5 ans plus de 10% net à nos investisseurs de TRI annuel. Donc effectivement, c'est ce qu'on cherche, c'est permettre aux investisseurs de participer un peu En fait, on estime qu'il y a une nouvelle vague de l'immobilier qu'il ne faut pas la louper. Il y a eu différentes vagues dans l'immobilier depuis plusieurs décennies. Et là, on est en face d'une nouvelle vague qui met en avant à la fois les usages, en disant l'immobilier du passé ne pourra pas être adapté aux usages d'aujourd'hui, remettre l'utilité sociale du bâtiment au cœur. Et ensuite, une deuxième vague qui est presque encore plus importante, c'est la réhabilitation environnementale. On est en comment d'un secteur, d'une industrie qui pèse pour 40% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Comment on peut, à travers la technologie, à travers les bons matériaux, repenser ces immeubles pour les remettre au goût du jour d'un point de vue environnemental. Et rien que... Et ça, en effet, c'est des choses qu'on peut probablement, enfin, l'accès, en tout cas, en meute, si je puis dire, en tout cas, en crowd, comme vous le faites, est quand même plus facile que de le faire tout seul sur ce genre de grosses tendances. C'est hyper intéressant. Et alors, évidemment, je dois te poser cette question parce que il y a toujours une crainte quand tu entends des taux de retour sur investissement aussi importants, c'est se dire si ça paye si cher, c'est que c'est plein de risques.
C'est plein de risques, du coup, je dois te la poser. Oui, c'est plein de risques. En fait, c'est plein de risques, mais de la même manière, en fait, on prend souvent l'exemple en disant quel est le premier risque. Souvent, on dit le premier risque, c'est un risque de retard. Et les gens comprennent, enfin, nos investisseurs comprennent assez bien, c'est dire, si tu as déjà fait des travaux chez toi, tu as pu te rendre compte que parfois le chantier prenait un peu plus de temps que prévu. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Et quand on imagine construire 3 000, 5 000, 10 000 mètres carrés, avec des contraintes, avec des dizaines d'intervenants à coordonner, etc. Donc notre premier risque, c'est un risque de temps. C'est un chantier qu'on avait prévu pour 18 mois, 24 mois, finalement, ils prennent du temps. On a un deuxième risque, un risque financier, c'est-à-dire si on vend l'ensemble moins cher que ce qu'on avait prévu, on peut potentiellement avoir une marge négative, enfin, constater une perte. Et donc là, effectivement, il y a un risque. Mais finalement, le marché français de l'immobilier est tel que, entre la croissance structurelle du marché, entre le niveau de précommercialisation, l'appétit des investisseurs institutionnels, il y a très peu de problèmes de liquidité sur les actifs réhabilités ou neufs. On entend beaucoup le marché de la promotion en ce moment, dire qu'en fait est au ralenti, et c'est moins 50% de mise en chantier quasiment d'un semestre à l'autre. Mais en fait, il n'y a plus d'offres d'immobilier neuf en France en ce moment. Et donc, ce qui incite les prix, forcément, si l'offre réduit, qu'il n'y a plus de stock, les prix vont continuer d'augmenter de manière assez structurelle. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui n'allaient pas sur ces classes d'actifs, qui n'allaient pas sur l'immobilier résidentiel et qui reviennent faute de rendement sur d'autres classes d'actifs. Donc, pour toutes ces raisons, on a un marché qui est demandeur d'immobilier neuf, réhabilité, conforme aux nouveaux usages et surtout avec des normes énergétiques qui sont un peu au standard de ce qui peut être fait aujourd'hui. Ok, c'est assez passionnant. En parallèle, je regarde en effet tous les projets que vous avez sur Anaxago une fois qu'on se login. Donc on peut voilà, créer un compte gratuitement. Après, c'est pas gratuit évidemment quand on investit, hein, mais et en effet, on voit voilà, des écoquartiers, on voit vraiment des choses qui sont d'investissement durable, digital, immobilier. Je dis juste un mot sur l'écoquartier parce qu'effectivement on n'en a pas parlé, mais en fait on a regardé, on s'est rendu compte que ce qu'on appelait les green bonds, donc c'est les émissions d'obligations vertes. Alors, il y a quelques très grands groupes qui ont émis des obligations vertes en vue de financer ces obligations assez simples, mais qui ont pour vocation de financer des projets à impact écologique positif ou social en fonction. Et on se rend compte que toutes les émissions obligataires vertes se font à des taux très bas. La dernière, c'est notamment EDF qui a émis une obligation à 0%, alors qu'il y a une obligation convertible. Et finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas proposer à des investisseurs privés aussi d'investir dans des obligations, mais avec un rendement assez élevé. Et c'est ce qu'on a fait. Là, on a été la première plateforme à émettre une obligation verte pour financer un projet qui est le premier écoquartier de La Réunion. Et ça fonctionne bien, et c'est toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas réconcilier la recherche de performance financière. Parce qu'on est persuadé, c'est ce qui nous motive chez Anaxago, c'est que l'investisseur privé, à quel on sert 0,75 sur du livret A, 1% cette année sur une assurance vie, en fait, peut aller chercher des rendements bien supérieurs. Et donc, c'est ce qu'on fait en leur mettant, par exemple, à disposition en émettant des obligations vertes avec un promoteur de premier rang qui est Alci, pour financer en plus des projets impact, et pas faire le choix entre l'impact et la performance. Et encore une fois, on est sur des choses qui sont très difficiles d'accès, voire impossibles d'accès quand tu es un particulier, même un petit corporate, quoi. Donc, oui, aujourd'hui, si tu veux financer un projet, rentrer dans un tour de table de 30 millions d'euros avec l'ensemble des acteurs institutionnels comme dans ce cadre-là, oui, tu peux pas y aller seul. Nous, on y va grâce à nos fonds, on y va grâce à la plateforme. C'est vraiment intéressant. On est vraiment sur l'investissement en effet d'avenir, où tu te dis, en fait, il peut y avoir des effets de bord, pour revenir sur le sujet du jour de la Covid, mais c'est pas quelque chose qui doit complètement faire dérailler l'ensemble, quoi. Comment ça se passe ? Vous avez des investisseurs, vous, particuliers, qui, en moyenne, ils investissent sur un projet, plusieurs projets, 12 projets ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, est-ce que vous avez des recommandations aussi ? J'ai 2 questions, d'ailleurs, en une. Alors, oui, alors déjà, nos clients, qui sont nos clients ? On a des investisseurs privés
Alors le ticket d'entrée, il est à 1 000 euros. C'est la volonté depuis le départ, c'est de rendre le projet accessible, qu'on soit jeune actif, plus d'argent. Alors c'est un ticket d'entrée. Aujourd'hui, les investisseurs investissent plutôt en moyenne entre 30 et pour les plus jeunes et plusieurs centaines de milliers d'euros pour les investisseurs qui ont le plus de patrimoine. Et on attire aussi des investisseurs, des petits corporates, des sociétés, des holdings familiales, des petits institutionnels finalement qui se disent finalement moi j'ai pas accès à ces tours de table, je mettrais bien 500 000 euros, 1 million d'euros. Et donc on a vraiment à la fois des investisseurs privés, des investisseurs des patrimoniaux assez fortunés qui viennent rechercher des opportunités qui ne sont pas proposées même en banque privée. Et on a aussi des professionnels de l'investissement qui co-investissent avec nous dans les opérations. Tu évoquais tout à l'heure l'opération de co-living dans le cœur du 10e arrondissement. Et là, typiquement, c'est un dossier dans lequel on fédère la plateforme des investisseurs privés, notre fonds d'investissement, qui contient des investisseurs privés, mais pas que, et aussi des professionnels de l'investissement. Donc, on arrive à fédérer, comme les dossiers sont... En fait, le cœur de notre métier, c'est d'investir, à syndiquer comme ça et à fédérer aussi des populations qui ne se parlaient pas auparavant, puisqu'avant, tu avais des dossiers pour les professionnels, pour les institutionnels, des dossiers pour les privés, et ça se mélangeait très peu. Et on estime que nous, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'un investisseur privé ne puisse pas accéder à l'acquisition de cet immeuble dans le cœur de Paris pour aller chercher 11% de TRI, ça se passe bien, 9% ça se passe moins bien. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fédère de plus en plus d'acteurs privés ou professionnels. Si je prends un peu de recul et que je regarde, alors tu l'as peut-être pas encore le recul, est-ce que tu sens en fait actuellement dans vos participations IMO, ou je reviens un peu sur cette question, mais start-up, des signaux faibles. Alors tu me disais sur toute la santé, etc., ça se passe bien. Surtout là, le green prop tech, je sais pas comment on appelle ça, mais ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des signaux inquiétants sur certaines choses ou... En fait, c'est pour, encore une fois, c'est le sujet du catalyseur. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant le Covid seront encore plus en difficulté. C'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas trouvé leur marché dans une situation normale risquent pas de le trouver plus facilement pendant cette période de Covid. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on est quand même, et je pense qu'on le souligne peut-être pas assez, c'est que ce qu'a fait le gouvernement pour soutenir les PME, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de V. Et finalement, les entreprises qui étaient déjà un peu moribondes, finalement, ont pu se racheter du temps grâce à l'activité partielle, grâce au PGE. Et donc, les banques ont aussi fait leur travail de dire, on accompagne celles qui ont besoin juste de temps. On finance pas tout le monde non plus. Il y aura pas de soutien abusif, mais et donc on pense que encore une fois le confinement il affecte tout le monde. Tout le monde a dû s'organiser. Personne fera l'année qu'il avait imaginé faire, en tout cas pour la plupart. Mais il y a quand même une forme de résilience globalement, et c'est assez particulier au sein de l'univers d'Axago parce qu'on est à la fois qu'avec des entrepreneurs, donc peut-être une forme d'insouciance ou une forme d'optimisme extrême, et on est sur des marchés sur des tendances assez long terme. Donc on n'est pas très défaitiste et on pense pas avoir un taux de défaut important. L'immobilier, on a passé, je te dis ça, mais on a passé 2 mois à faire que du suivi de participation pour être certain que toutes les participations se tiennent bien. Le premier choc et le vrai choc qu'il y a eu, c'est un retard dans les chantiers qui ont été mis à l'arrêt dans le premier confinement. Et encore une fois, c'est le marché, c'est peut-être l'industrie qui a repris le plus vite et qui a le plus de pression à reprendre, avec aussi si tu as déjà passé des ventes chez un notaire, tu sais que ça peut être plus long que prévu. Si tu as essayé d'avoir un crédit bancaire, tu t'es rendu compte qu'en temps normal, déjà, ça pouvait être long. Donc imagine des chantiers à l'arrêt, des notaires à l'arrêt, plus des banques à l'arrêt. Bon, il y a des acquisitions qui ont été reportées. Non, moi j'ai vécu même un truc sur un bureau, une opération qu'on fait à Bordeaux. Je t'en avais peut-être parlé, les auditeurs en l'ont vu. Super compte Instagram qui s'appelle Villa Maria Bordeaux pour suivre un peu nos travaux d'ailleurs, autopromo. Et là-dessus on a eu un retard sur l'obtention du permis, quoi, parce qu'en effet les mairies etc. Ça marchait pas plein régime, quoi. Donc du coup on a pris 2 mois
dans la vue. Et en effet, c'est un peu pénible, quoi, parce que Ouais. ça coûte, hein, tu payes tes loyers. Ouais, Et ouais, tout ça, hein, mais donc. c'est intéressant ce que tu dis, même sur les mairies, c'est aujourd'hui les promoteurs immobiliers, en tout cas les professionnels immobiliers attendaient les municipales en disant bon, on sait qu'on a 12-18 mois avant les municipales où ce sera compliqué d'obtenir des permis parce qu'aucun maire ne va avoir une ville en chantier avant ces élections. C'est connu dans le marché, mais finalement il n'y a pas eu de redémarrage de l'octroi de permis, des octrois de permis. Et donc ce qui crée une tension et ce qui a été sous-estimé comme phénomène, encore une fois, c'est un phénomène qui était présent au préalable, c'est la vague écologique. C'est-à-dire en fait il n'y a pas juste les maires écologistes me disent bah en fait il va falloir repenser la ville différemment, pas juste continuer à construire, à étendre les métropoles. Il va falloir trouver un autre moyen de construire une ville plus durable, etc. Et c'est un phénomène qui était présent, qu'on avait identifié, mais juste qui se manifeste aujourd'hui. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu aussi parce que Bordeaux est passé en effet du côté écologiste, ce qui n'était pas complètement attendu. Bon, nous, on avait un projet qui était quand même relativement friendly, je veux dire, sur tout ça, mais on nous a demandé de repenser les espaces verts un peu plus, etc. Mais on a senti aussi, surtout, ça nous a pas trop affecté, mais sur certains dossiers, une sorte de doctrine qui était de dire, peu importe d'ailleurs écologiste ou, mais quand tu changes de gouvernance, on va dire, eh bien, tu as une doctrine qui peut être, on bloque tout, on re-regarde ce qui était dans le pipe, et puis on va valider certains, mais pas tout, quoi. Et donc déjà, il y a un côté de status quo qui est que je n'avais pas identifié moi avant parce que je suis pas un expert du truc, quoi. Oui, bah, aujourd'hui, on attend même dans certaines communes dire bah, finalement on attend les régionales pour redéployer nos permis. Donc il y a toujours une forme d'attentisme, mais en tout cas, je pense que le point peut-être le plus essentiel, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas construire la ville de demain comme ce qu'on a construit dans les 10 ou 20 dernières années. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, beaucoup de normes qui ont été mises en place. La RT 2000, la réglementation thermique 2012, puis 2020. Les opérateurs ont tous joué le jeu. Et donc, il faut maintenant réussir à reprendre aussi cette nouvelle vague, travailler beaucoup plus sur la réhabilitation que sur la construction pure. Euh, et en fait, tout ça, ça représente pour nous des opportunités d'investissement parce qu'on a la chance de ne pas avoir de dogme et de ne pas avoir d'impératif de faire de l'immobilier comme on en a toujours fait. Mmh. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est que finalement, bon, même s'il y a un peu d'attentisme, même si du coup ça a un coût, hein, quelque part, tout ce que tu dis, parce que ça immobilise plus longtemps, etc., etc., on n'a rien d'alarmant pour l'instant, en tout cas. Moi, je me dis, tu vois, si dans le futur, on se retourne et que beaucoup de choses s'effondrent, on pourrait se dire, tu vois, c'est mon côté, je suis pas très pessimiste non plus, mais je me dis, et d'ailleurs, je n'écoute pas trop ce côté-là de moi, mais je me dis, putain, attends, on avait quand même tous les signaux pour nous dire que ça allait partir en carafe, et on a mis, tu vois, des œillères, bon, voilà, mais à la fois, je continue à avancer. En revanche, ce que je me dis aussi, et ça, je sais pas si tu le perçois, mais on en a parlé très tôt dans le premier confinement avec certains entrepreneurs, c'est souvent une période propice à alors des gros renouveaux, ces crises, et aussi des startups qui. Alors il y a deux choses. Il y a ceux qui vont naître dans ou de cette crise, et ceux qui vont réussir à la traverser plus que sans encombre, quoi, même presque plus fort derrière, et qui eux, alors derrière, souvent sont vraiment, tu vois, on dit que les Facebook sont nés finalement un tout petit peu avant la crise des subprimes, mais ont traversé ça, et une fois que tu en ressors, t'es plus fort, quoi. Est-ce que tu as des prémices, du coup, pour le côté plus optimiste de notre discussion, de ce futur glorieux, de cette lumière au bout du tunnel ou... Bah, en fait, je pense que c'est positif hein, quand on parle, on est entouré de chefs d'entreprise. Ce qui est positif, en tout cas dans cette crise, si on regarde le verre plutôt très très plein, même pas à moitié plein, mais très très plein, c'est sûr que en fait, on est plus porté. On sait que le marché ne peut plus forcément nous porter, et donc il va falloir revenir à des fondamentaux, ce qu'on avait un peu oublié dans le monde de l'innovation, des startups, c'est-à-dire en fait on revient à une équation qui est très simple, c'est le nombre de clients que tu as, le chiffre d'affaires que tu réalises et les profits que qui vont te permettre de t'autofinancer. Mmh. Parce que si demain la musique s'arrête, et on a vu la musique s'arrêter sur beaucoup de choses et dans beaucoup d'industries, par exemple, on regarde tous les business qui étaient dépendants d'une clientèle internationale, il y a un coup d'arrêt immédiat. Donc on ne pouvait pas l'imaginer. Est-ce qu'on reviendra au monde d'avant, après, j'en sais rien, mais
En tout cas, ça veut dire qu'on revient au bon sens de la gestion et de se dire que tout ce qu'on appelait des bulles, il y a peut-être des bulles dans le financement de certaines entreprises, etc. Mais je pense que les entreprises qui vont s'en sortir, ce sont celles qui vont revenir aux fondamentaux de la gestion et celles qui vont, de toute façon, bien gérer, vont passer cette crise. Donc on essaye, nous, d'apporter cette cohérence et de dire, en fait, l'idée, c'est d'avoir un plan, d'avoir une stratégie et ensuite, on sait qu'il y aura des crises, on sait qu'à un moment, les marchés vont moins bien se porter. C'est pour ça aussi, on a créé une société de conseil en gestion de patrimoine chez nos clients en disant, bon, avec nous, vous faites du très risqué, on va chercher des rendements élevés, etc. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant, est-ce qu'on peut pas faire j'ai 200 000 euros de côté, 300 000, j'ai un entrepreneur qui a vendu récemment, qui a 8 millions d'euros de côté et qui dit, je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux avoir un plan à 5 ans, 10 ans, 15 ans pour pas uniquement faire de l'assurance vie et ce que me propose ma banque privée et les 5 banques privées que j'ai sollicitées. Et qu'est-ce que je peux faire d'un peu innovant, qui fasse du sens et avec des risques que je comprenne. Et donc, je sais pas si ça répond totalement à ta question, mais en tout cas, on pense que le retour aux fondamentaux, un peu du bon sens de la gestion, la profitabilité des entreprises, la gestion aussi des équipes, ça reste des éléments clés, avoir des équipes qui sont motivées pour traverser. Complètement. On sait dans quoi en fait on rentre. C'est aussi pour ça, je pense que les épisodes avec justement, je te parlais de Baltis, mais même Bivouac, ImoCities, où en fait on autant de succès, je pense, et de retours que j'ai récemment sur la martingale, c'est que on sait dans quoi on investit. On n'investit pas dans alors vous avez une partie fonds aussi, mais qui comprend un peu toutes ces choses-là. Donc moi, je pense que c'est quand même souvent plus intéressant et de savoir en fait. Alors, je suis toujours partagé entre c'est hyper intéressant d'investir dans 10 restos et 10 murs de restos et 10 startups et 10 machins, et quand tu sais lesquels elles sont, et à la fois ça prend du temps, quoi. Et donc tu dis les dossiers, etc. Et la question que j'avais là-dessus, c'est est-ce que vous avez du skin in the game? Est-ce que parce que la question je me pose, c'est que la difficulté que j'ai quand je rentre dans des sociétés que j'investis c'est qu'évidemment, je vais aller potentiellement, si tu investis beaucoup dans l'IMO notamment, regarder autour, le quartier, voir les prix, les gens, peut-être le gardien en bas, à côté, le café du coin, etc. Enfin voilà. Ouais. Et quand tu fais ça avec un opérateur comme un Anaxago et comme tous les autres que je viens de citer éventuellement, tu peux te dire, bon, eux, ils s'en foutent, ils prennent 3%, 2%, X%, j'en sais rien, tu vois, ils prennent un caride, comme on dit, et voilà. Comment je m'assure qu'avec des gens comme vous, comme toi, vous ayez bien fait cette due deal derrière pour savoir que tu le disais tout à l'heure, la boîte est bien gérée, la vision est bonne, etc. Je vais te rassurer, Mathieu, c'est si prêter de l'argent à des gens ou investir dans des projets, c'est assez facile. Le plus difficile, c'est de dire non. Et en fait, depuis le temps, nous, on arrive pour nos 9 ans. En fait, le métier d'investisseur, c'est un métier compliqué dans lequel tu dois dire non le plus souvent possible, parce tu reçois énormément je crois que l'année dernière, on a reçu près de 1500 propositions d'opportunités d'investissement pour financer finalement une quarantaine de deals. Donc, le premier, ce qu'on essaye de communiquer de manière assez transparente, déjà, c'est le processus par lequel on passe. Chez nous, il y a trois piliers. En tout cas, quand on s'intéresse à l'immobilier, c'est l'opération, son emplacement, donc le potentiel commercial, la faisabilité administrative, la technicité, quels sont les opérateurs, les track records, etc., et la rentabilité. Et ensuite, on va s'intéresser, mais c'est presque tout aussi important, à l'opérateur, son professionnalisme, qui est-ce qui nous le recommande, avec qui il travaille, quel est le track record du management, les équipes, la gouvernance, etc. Sa solvabilité, c'est ce qu'il a prouvé être capable de sortir des opérations rentables et accumuler des réserves, et sa légitimité à construire l'ouvrage. Est-ce que finalement ce qu'il va construire, est-ce que le projet n'est pas trop gros, est-ce qu'il n'est pas trop loin de ses bases? Et ensuite, le troisième point qui est le plus important, mais qui est le plus sous-estimé, en tout cas quand on est investisseur, quand on regarde un produit, c'est le montage financier et juridique. Et à partir du moment où nous, on investit en equity, c'est-à-dire qu'il y a une banque devant nous, qui est prioritaire dans le remboursement, comment on s'assure d'être suffisamment proche de l'actif, en cas de pépin, d'être en capacité de remettre la main sur l'actif, de pouvoir et imaginer tous les risques,
et nous, là-dessus, on travaille, c'est assez simple, c'est que pour tous les investisseurs, pour tous les investissements qu'on propose, on leur dit voici les risques qu'on a identifiés dans l'opération, et voici, alors, c'est un anglicisme, je trouve pas le mot en français, mais voici les mitigates, donc voici tout ce qu'on va mettre en place pour essayer de circonscrire et restreindre ces risques, quand bien même ils se manifesteraient. Ouais, et là encore, on chasse mieux à plusieurs que tout seul, quoi. Enfin, Et là-dessus, effectivement, ouais. c'est de dire, et nous, dans notre process d'audit d'un projet, on peut aller assez loin, c'est-à-dire faire un appel mystère pour remonter les signaux faibles en disant, bah, finalement, je vais appeler une agence locale qui a le bien en commercialisation ou qui a un bien concurrent pour remonter les signaux faibles d'un emplacement parce qu'on peut avoir un doute sur la capacité d'écoulement de ce bien. Et donc, on passe par une quarantaine de points de contrôle avec la force aussi d'avoir une équipe maintenant d'une quarantaine de personnes, c'est de se dire, bah, c'est des processus qui sont industrialisés. On a réalisé on arrive à 200 investissements et on a déployé au global 300 millions d'euros. Donc, il y a quand même une courbe d'apprentissage entre les premiers investissements et presque ce qui nous garantit, enfin, ce sur quoi on s'engage le plus avec nos investisseurs. Alors oui, on a du skin in the game, oui, on a intéressé à la surperformance, etc. Et notre modèle économique est tourné autour de la surperformance. Par exemple, pour notre fonds, il faut qu'on serre plus de 8% de TRI net de frais à nos investisseurs pour commencer à toucher 1 euro de surperformance. Donc, on a des promesses qui sont assez élevées. Et après, le dernier point, c'est presque l'engagement qu'on a s'il y a un risque de s'engager pour le gérer. Okay. Et là-dessus, on est un peu des ayatollahs du risque. On a jusqu'à reprendre des programmes, jusqu'à devenir promoteur à la place du promoteur. Donc, on est allé assez loin, remettre des fonds propres, nous, pour acheter des opérations en souffrance. Donc, on va assez loin parce qu'on se dit que l'argent que nos clients nous ont confié, c'est quand même l'épargne d'une vie. Et on crée notre réputation, on crée notre expertise et la marque aussi sur ces sujets-là. C'est-à-dire, quand tout va bien, c'est génial. Mais quand il y a un risque, et parce qu'on est aussi dans un univers d'investissement risqué, on est présent pour gérer un peu activement. Top. Écoute, on a fait un bon tour. Moi, j'étais pas trop fébrile, mais me voilà quand même pas mal reçu. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment où il faut pas faire n'importe quoi. Faut revenir sur ce bon sens. En effet, moi, je mise plus sur les endroits où on dort et les endroits où on dîne que peut-être les endroits où on s'habille. Peut-être, mais ça reviendra d'une manière ou d'une autre, peut-être. Mais je sais pas si c'est si simple que ça, en effet, en ce moment. Alors après, il y a toujours un truc qu'on se dit, c'est si tu achètes bien, la plus-value, elle se fait à l'achat. Donc, tu vois, déjà, si on est certain de bien acheter, ça répond aussi à une partie de la problématique. Exact. On te suit, toi, alors Joachim, sur LinkedIn, par exemple. On peut t'ajouter, te suivre, te follow, non? Avec grand plaisir. Je sais pas si on peut follow, mais oui, je pense qu'on oui, si on peut, normalement. Dupont avec un T. Hein, avec un T. On peut évidemment s'abonner à des newsletters sur Anaxago. Créez-vous un compte aussi. Voilà, c'est facile. Et puis, ça prend 3 secondes. Vous aurez les opportunités. Vous allez voir, c'est tentant quand même. Et puis voilà, je peux pas te demander je sais pas, un coupon, parce que bon, tu vas pas donner 500 € à chacun qui vient. Ce serait trop beau. Mais allez-y, testez quand même. Et puis, dites que vous venez de ma part, surtout, c'est important, montrer que ça marche, de passer sur la martingale. Et puis, dernière question quand même, Joachim, c'est quoi, toi, ta martingale à toi? Ah, très bonne question. J'aurais dû me préparer. Je t'ai pas préparé. J'aime bien poser la colle, quoi. Mais moi, ma martingale, c'est de savoir quand c'est d'avoir la sortie de mon investissement avant d'être rentré. C'est plus personnel, mais ce qu'on essaie de défendre auprès des équipes, c'est de dire être certain quand on achète un actif qu'on trouvera quelqu'un en capacité de nous le racheter. Et ça revient à tout ce qu'on s'est dit, parce que c'est bien placé, parce qu'il y a de l'utilité dans l'actif, parce que c'est un bel actif, parce que ça fait du sens pour des investisseurs. Mais je pense que faire des investissements sans avoir la liquidité en tête et pouvoir rester collé avec eux très longtemps, c'est peut-être le meilleur moyen de perdre de l'argent. Et donc, je pense que ma martingale, c'est d'être certain de pas perdre. On gagnera pas toujours le maximum à tous les coups, mais en tout cas, d'éviter de perdre en s'assurant la sortie. Très bien.
Bon conseil, voilà. Et puis bien acheter, en effet, comme tu le disais tout à l'heure. Top, merci. On a fait un bon tour Mathieu. de tout ça. Assez finalement hybride entre les startups et l'IMO, mais plein de petits apprentissages ça et là. Moi, je retiens notamment sur l'IMO les côtés... cette nouvelle vague IMO que j'avais pas complètement identifiée comme ça, notamment sur les mises à jour un peu du parc immobilier nécessaire et presque légal finalement, et sur les côtés start-up, vraiment se dire le bon sens, qu'est-ce qu'on voit loin, les thèses que vous avez, notamment sur la e-santé, qui sont intéressantes, et où est-ce qu'il va y avoir des révolutions, c'est intéressant. Merci Joachim. Merci Mathieu de ton invitation. À bientôt alors, et puis à bientôt à tous sur la Martingale. J'espère que cet épisode vous plaise. On m'a proposé des tas de choses récemment. J'ai beaucoup de messages d'un coup là. Alors l'audience a beaucoup grossi. Je vous remercie parce que ça doit vouloir dire que vous partagez ces épisodes. On m'a proposé des épisodes sur l'investissement dans les baskets. J'ai trouvé ça assez cool. Donc voilà, je vais regarder ça. Ça me paraît évidemment un peu lunaire. On m'a proposé des tas d'autres épisodes aussi, potentiellement sur l'investissement dans du co-living, ou potentiellement est-ce qu'on peut encore faire du business sur Airbnb et Booking, et comment. C'est vrai que ça, comme ça là, de prime abord, ça fait un peu flipper. Donc voilà, je vais sans doute aller creuser ce genre de choses. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter, à contacter Cosa Vostra si vous avez des projets digitaux, à contacter nos sponsors, que je remercie, que j'embrasse. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine sur la Martingale. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.